Des universités, agrégé en santé publique et directeur général de l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée. Bonsoir professeur, merci d'être là. Bonsoir Aram, je suis très heureux de venir participer à votre émission pour me permettre de parler aux Sénégalais sur un thème important concernant la Covid-2019. On enregistre ces derniers jours une hausse de la courbe du coronavirus. Justement, quelle est la probabilité qu'il y ait une seconde vague? Écoutez, vous savez que depuis quelque temps, effectivement, la courbe était au plus bas. Oui. Mais ça fait à peu près 72 heures qu'on constate effectivement qu'il y a une augmentation de plus en plus. On est passé à 33, aujourd'hui c'est vrai qu'on est à 21. Ceci peut s'expliquer de plusieurs manières. D'abord, la plus plausible, c'est que nous avons vu effectivement un relâchement total de toute la population, au sein de la population, mais aussi au niveau des autorités. Un mais relâchement également ou une lassitude? Non, ce n'est pas une lassitude. Vous savez, voilà une maladie qui a des armes dont nous possédons les armes qui sont efficaces, à savoir les mesures barrières. Mais nous ne demandons qu'à respecter ces mesures barrières. Et je pense que ça ne devrait pas poser de problème pour que les populations soient assez mobilisées pour pouvoir respecter ces mesures barrières, parce que ces mesures barrières vont nous permettre de nous prémunir de cette maladie, et ceci va nous permettre aussi de pouvoir relever notre économie qui est déjà au plus bas. Mais est-ce que ce qui se dessine aujourd'hui, il est probable qu'il y ait une seconde vague? Oui. Mais bien sûr, il est fort probable. Que se passerait-il si cela devait arriver? Mais s'il y a une deuxième vague au Sénégal, mais vous savez, la première vague a montré tous les problèmes que nous avons, que nous continuons de traîner. Et si nous avons cette deuxième vague, mais notre économie sera à terre, les populations seront très fatiguées et tout le monde va le ressentir. Et donc nous avons l'obligation de travailler pour éviter cette deuxième vague. Comment faire aujourd'hui pour qu'on n'en arrive pas à ce stade? Justement, parce que pour beaucoup, dans la conscience populaire, c'est que cette maladie, même si elle est encore là, elle n'est pas aussi dangereuse qu'on l'aurait cru. Puisqu'on a assisté à plusieurs jours où on avait un nombre assez faible de contamination. Moi, je ne dirais pas que ce n'est pas une maladie qui est dangereuse. Vous savez, il y a un moment où nous avons enregistré beaucoup de morts. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à 331 morts. On ne peut pas parler d'une maladie qui a fait 331 morts et dire que cette maladie n'est pas dangereuse. Je considère que c'est une maladie dangereuse. L'éviter, mais c'est très simple. Je pense qu'aujourd'hui, non seulement les autorités sanitaires doivent redoubler plus d'efforts, parce que les professionnels de santé se sont battus pendant des années, pendant toute, en tout cas l'année 2019, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et ils continuent de le faire. Maintenant, c'est aux populations de soutenir ces professionnels de santé pour vaincre cette maladie et vraiment nous permettre de vivre dans la paix. Mais en quoi faisant? D'abord, c'est de respecter les mesures barrières. Je pense qu'il n'y a pas de mesures. Il faut respecter ces mesures barrières. Et ces mesures barrières sont très simples. Mais nous demandons de porter les masques, nous demandons de se laver les mains et nous demandons de prendre du gel. Mais je pense, si vous voyez pourquoi je parle de relâchement d'ailleurs, dans certains coins de Dakar, je parle même de Dakar, dans certains coins de Dakar, mais aussi à l'intérieur du pays, mais quand vous portez masque, c'est comme si vous êtes un extraterrestre, mais c'est ahurissant. Donc ça veut dire que les populations pensent qu'aujourd'hui, cette maladie est hors de portée, alors que cette maladie est là. Tout le monde sait que le virus est en train de circuler, tout le monde sait que le virus peut atteindre n'importe qui. En témoigne le nombre de cas communautaires qu'on a. Hier, on était à 19 cas communautaires, aujourd'hui on est à 10 Est-ce qu'on peut associer cette augmentation du nombre de cas communautaires à l'ouverture des classes, ou il est trop tôt pour faire... Non, on ne peut pas aujourd'hui relier cette augmentation du taux des cas communautaires à l'ouverture des classes. Je pense que ce qui est important, c'est à cause du relâchement qui est observé et qui fait qu'aujourd'hui, le virus est en train de circuler. Et lorsque ce virus circule, mais on ne sait pas où on va arriver. Quel est le scénario le plus pessimiste aujourd'hui? Le scénario le plus pessimiste, c'est effectivement d'arriver à une deuxième vague. Ce qu'on a vu dans les autres pays, c'est que la deuxième vague est beaucoup plus forte en termes d'impact, en termes du nombre de contaminations. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal pourrait faire face à cela? Je parle de notre système sanitaire, bien entendu. Mais c'est ça. Je pense qu'on est en train de reconstruire, de renforcer notre système sanitaire. Mais on n'est pas encore arrivé au bout. Donc, ce qui veut dire que si cette deuxième vague arrive, mais nous n'aurons pas le temps
D'ailleurs, nous n'avons pas encore eu le temps de fortifier notre système sanitaire et par conséquent, nous aurons beaucoup de cas qui seront sur place et ça va, je pense, être plus grave que la première vague. Quelles sont les mesures aujourd'hui que devraient prendre les autorités selon vous? Mais les autorités sont en train de jouer leur rôle. Leur rôle, c'est qu'aujourd'hui, il faut revenir sur les différents arrêtés qui ont été signés. Parce que je donne un exemple très simple. Vous savez, il faut être pédagogique. Quand je vois des policiers, avant, les policiers étaient là, ils arrêtaient les voitures, ils leur demandaient de porter des masques. Mais aujourd'hui, ces policiers sont là, eux-mêmes ne portent pas de masque. Ça pose problème. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, il faut revenir à l'orthodoxie, appliquer les arrêtés qui ont été, en tout cas, qui sont en cours actuellement. Ceci permettrait peut-être de revenir sur le respect de ces mesures barrières. Je pense qu'il n'y a pas de mesures. Il faut respecter ces mesures barrières. Et pour cela, il faut que l'État joue son rôle. Et ils sont en train de jouer le rôle. Mais je pense, aujourd'hui, avec le discours du chef de l'État, les instructions seront données. Et je pense que dans les jours à venir... Est-ce qu'il sera facile pour la population de revenir à la situation qu'on a déjà vécue? Notamment le port du masque au niveau des marchés, des moyens de transport en commun, un peu partout, excepté dans les rues justement, et également un certain nombre de restrictions auxquelles les populations étaient confrontées. Est-ce que les gens seront prêts à accepter encore de telles restrictions? Peut-être que ce sera difficile, mais ça va venir. Vous savez pourquoi? Si les populations sont conscientes, parce que la machine est déjà en place. Oui. En un moment, il y avait l'implication de toute la communauté. Et cette implication, il suffit de réveiller encore ces populations, il suffit de réveiller ces relais communautaires, il suffit de s'adresser à ces populations, de leur dire réellement ce qui se passe. Et je pense qu'ils adhéreront et en ce moment, nous pourrons sortir de cette situation. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, qu'on ait une augmentation des cas communautaires actuellement? Mais c'est la circulation du virus. Le virus est en train de circuler. À un moment donné, on a eu une baisse du nombre de contaminations et certains ont même avancé l'hypothèse selon laquelle ça pourrait être une immunité collective qui se serait développée dans la société. Est-ce que ça peut être le cas? Mais bien sûr. Vous savez, si aujourd'hui un cas communautaire, au mois de février, le cas communautaire pouvait contaminer plusieurs personnes. Parce que tout simplement, le virus venait d'arriver. Mais aujourd'hui, parmi la population, beaucoup sont déjà en contact avec le virus. Ce qui fait que le cas, au lieu de contaminer plusieurs personnes, peut contaminer 2 à 3 au lieu de 10 avant. Mais la contamination est toujours là parce que certaines personnes, jusqu'à présent, ne sont pas encore en contact avec le virus. Et sur quelle base scientifique repose justement cette analyse-là? Qu'on puisse nous dire aujourd'hui que c'est dû à une immunité collective? Non, vous savez, quand une personne est en contact avec le virus, l'organisme développe des anticorps. Et c'est ça qui montre que l'individu a maintenant les soldats pour pouvoir s'opposer au virus. Et en ce moment, il est immunisé. Oui. Et c'est pour cela, d'ailleurs, donc, étant donné que le virus a fait, plusieurs personnes ont été atteintes par le coronavirus, ces gens sont aujourd'hui, la plupart sont aujourd'hui immunisés. Et c'est pour cela qu'on dit que d'ailleurs, que ces gens en plus ne retombent pas malades, bien que la littérature a montré que certains, effectivement, étaient retombés malades. Mais ce qui est clair, c'est que tous ceux qui sont en contact avec le virus ont développé de l'immunité. Si plus de 60% de la population développe cette immunité, effectivement, il y a une immunité collective. Combien de temps dure cette immunité croisée? Combien de temps? Mais cette immunité, je ne peux pas dire vraiment la durée. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons un virus aussi. Il ne faut pas oublier que nous avons un virus qui mute. Oui. Ce qui fait que si la personne est en contact avec un virus et que ce virus mute, mais il n'est plus, son immunité ne concerne plus le virus qui a fait une mutation. L'engagement citoyen, vous l'avez dit, qui a fortement baissé. Comment faire aujourd'hui pour que la population prenne en compte la dangerosité de cette maladie que vous venez de souligner tout à l'heure? Mais je pense qu'il faut informer, il faut sensibiliser. Aujourd'hui, il est important que tous les citoyens, parce que chacun a une responsabilité sur ce qui est en train de se passer. Si demain, une deuxième vague se produit, si demain, notre économie est à terre, nous tous nous serons concernés. Il est donc important, aussi bien
les autorités politiques, aussi bien les collectivités, parce qu'il y avait un moment où les collectivités locales étaient très engagées. Oui. Mais on a vu qu'au niveau des collectivités locales même, il y a un relâchement. Les gens ne participent plus. Il y avait la confection des masques que les gens distribuent. Tout ceci parce qu'ils considèrent que la maladie n'est plus présente au Sénégal, alors que la maladie est là. Et heureusement qu'on communique et qu'on montre qu'aujourd'hui, la maladie est encore en train de gagner du temps, du terrain. Il y a certes la maladie qui est là, mais qu'est-ce qu'on a appris de cette première vague? Même si on ne parle pas pour le moment de deuxième vague, mais qu'est-ce qu'on a appris en termes d'avancée? Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont avancé des solutions qui auraient été trouvées pour pouvoir vaincre cette maladie. On parle également de vaccins, même si pour le moment on n'a pas encore un vaccin spécifique qui est entériné par l'OMS. Qu'est-ce qu'on a appris sur le plan scientifique? Mais sur le plan scientifique, vous l'avez dit, aujourd'hui... pour ce qui est du Sénégal. Ah, pour ce qui est du Sénégal. Pour ce qui est du Sénégal, on a beaucoup appris. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu les investissements massifs qui sont en train d'être faits au niveau du secteur sanitaire. Parce que la maladie nous a montré que notre système sanitaire était défaillant. Aujourd'hui, donc, il fallait renforcer ce système sanitaire. Heureusement, le chef de l'État a mis des moyens pour permettre à ce système sanitaire d'être prêt, en tout cas, pour les prochaines épidémies. Et ceci est important. Donc, ça veut dire que nous avons d'abord sur ça. Ensuite, il faut dire que nos chercheurs sont en train de travailler. Peut-être que nous n'avons pas encore assez de recul, mais il y a beaucoup de chercheurs qui sont en train de faire des travaux sur ce virus et sur vraiment la résilience du système sanitaire. Et je pense que dans les mois à venir, il y aura des publications par rapport à ces différentes recherches. Et pour ce qui est du virus dont je parlais tout à l'heure à l'échelle internationale, quelles sont aujourd'hui les chances que nous avons pour que les pays d'Afrique puissent en bénéficier? Par rapport au vaccin? Oui. Oui, je pense qu'il y a eu une initiative, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a une initiative pour permettre à tous les pays de pouvoir, le moment venu, bénéficier d'une subvention pour accéder au niveau des vaccins. J'ai entendu en tout cas le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de la Santé, oui. Il dit que les dispositions sont prises et que si le vaccin est disponible, le Sénégal aura son quota et pourra en prendre en charge nos populations. Est-ce qu'aujourd'hui, si une situation, comme on la disait tout à l'heure, en arrivait à un stade où nos spécialistes qui sont dans les structures sanitaires feront en sorte qu'on puisse prendre en charge et les non-Covid et également ceux qui souffrent du coronavirus, est-ce qu'on peut envisager que si une situation catastrophique se présente, nos spécialistes de la santé pourront faire face? Mais vous savez, si vous vous rappelez très bien, au moment fort de la Covid, les spécialistes de santé publique, mais également les professionnels de santé, lançaient un appel aux populations pour leur dire de fréquenter parce qu'on peut effectivement prendre en charge ceux qui ont la maladie du Covid, mais en même temps prendre ceux qui ne l'ont pas. Ça ne pose pas de problème. Et ça revient encore surtout pour l'application des mesures barrières. Parce que tant que les mesures barrières sont appliquées, mais il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger. Et le personnel justement sanitaire, parce que à un moment donné, le personnel il peut être essoufflé ou à bout de souffle, parce que depuis plusieurs mois, ces gens sont là en train de faire en sorte que ceux qui souffrent de cette maladie puissent s'en sortir. Et jusqu'à présent, à ce rythme-là, ils n'ont pas encore connu un temps de répit. Si on en arrive à un moment où il faudrait qu'on envisage le pire, est-ce que ces personnes-là seront, disons, opérationnelles et à 100% pour pouvoir prendre à bras le corps toutes ces questions? Mais évidemment, ils seront opérationnels, mais pas à 100%. Il y a des passionnés. Mais pas à 100%. Pas à 100%. On peut comprendre que voilà, et c'est pour cela, justement, il faut encore sensibiliser pour qu'on n'en arrive pas. Parce que si on arrive à cette situation, ce serait catastrophique. Il faudrait, dès maintenant, que l'on puisse prendre nos responsabilités. Heureusement que le chef de l'État a donné le ton. Parce que pourquoi ça doit être inquiétant pour les populations? Le chef de l'État a participé à une réunion sur le numérique. Oui. Et il a profité pour parler de la Covid-19. Ça veut dire que la situation est là, parce que lui, il dispose des informations. Il connaît la situation. Il sait ce qui se passe sur le terrain. Et donc, ça doit nous interpeller nous tous pour qu'on puisse prendre toutes nos responsabilités, pour que chacun puisse travailler, pour que cette maladie puisse, en tout cas, disparaître complètement dans notre pays. Merci. Parce que c'est une maladie qui, à terme,
va mettre à genoux notre économie et surtout avec les moments difficiles que nous traversons, je pense que chacun doit y travailler pour qu'on puisse arriver à vaincre cette maladie. Merci beaucoup, professeur Cheikh Mouhamadou Mbacké Lo, agrégé en santé publique et directeur général de l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée. Merci à vous également de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver Der un peu plus tard dans Jakaarlo Bi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.